Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux commencer cette vidéo en vous remerciant énormément pour l'accueil que vous avez fait à ma précédente vidéo, les 30 livres pour mes 30 ans, qui a ramené énormément de gens sur la chaîne, donc bienvenue à tous. J'espère que vous y trouverez du contenu qui vous plaira, c'est assez enthousiasmant je trouve, donc c'est cool de pouvoir parler littérature. Il y en a certains qui m'ont suggéré des vidéos, d'autres qui m'ont posé des questions sur les livres que j'aime lire, et je me suis dit que pour célébrer ça, parce que c'est toujours bien de célébrer les victoires, aussi petites et aussi grandes soient-elles, j'allais vous proposer une vidéo sur mon genre littéraire préféré, ou du moins un de mes genres littéraires préférés, à savoir les dystopies. Que sont les dystopies? Ce sont des mondes ou des sociétés imaginaires où un pouvoir totalitaire ou une idéologie néfaste a pris le sommet de la société et régit les vies des êtres humains. Ces êtres humains vont vivre des vies déshumanisantes et ces livres posent toujours la question de l'humain. Qu'est-ce qu'être humain? Qu'est-ce que faire société? Qu'est-ce qui fait de nous ce que l'on est? Et comment est-ce que ces sociétés nous le volent? Initialement construit en opposition au genre de l'utopie créé par l'écrivain Thomas More, qui a écrit le livre éponyme, qui n'est d'ailleurs pas incroyable. Franchement, je l'ai lu, c'est un peu daté, c'est pas du tout l'utopie dans laquelle personnellement je rêve de vivre, mais il a eu l'immense intelligence de créer ce style auquel se sont vite opposés énormément d'écrivains absolument talentueux, tels que George Orwell, Aldous Huxley, Boualem Sansal, Ismail Kadare, Kafka et d'autres. Et c'est d'eux dont je veux vous parler aujourd'hui. Ma fascination vient du fait que ces auteurs absolument brillants ont su tirer les fils de signaux faibles qu'ils ont vus dans la société pour en tirer des conclusions et des mondes qui nous paraissaient à l'époque complètement farfelus et qui, plusieurs décennies plus tard, se rapprochent peut-être un peu trop de la réalité. Leur brio tient à la cohérence du récit qui met en place les mécanismes du pouvoir, l'incapacité des gens à se révolter, ainsi que la capacité du pouvoir à modifier le comportement des hommes pour les rendre plus près de la machine que de l'humain. J'ai récemment lu plusieurs dystopies parce que franchement je pense que j'en avais besoin. Cette petite étincelle a été initiée par deux choses. D'abord, la sortie du dernier opus des Hunger Games qui s'appelle Lever de soleil sur la moisson. Et oui, je continue à lire les Hunger Games et je continuerai à lire les Hunger Games parce que d'une, c'est une très bonne série, bien qu'elle soit écrite pour les plus jeunes adultes. Deux, les films sont absolument géniaux. Et trois, souvenirs d'enfance, je peux pas m'arrêter, et vraiment, c'est très très bien fait. Bien que le dernier opus ne soit pas mon préféré, il parle de propagande, et c'est un des thèmes qui sont dans la vidéo du jour. Et deuxième chose, j'ai acheté énormément de livres, et parmi eux, beaucoup de dystopies, comme vous avez pu le voir dans ma précédente vidéo, puisque c'est un de mes genres préférés, et que même lorsque je ne fais pas exprès, je me tourne naturellement vers des livres qui en sont. Et une des dernières choses que j'adore avec les dystopies, c'est que ce sont un des seuls genres qui me donne toujours envie de lire de la philosophie, bien que, un, ce ne soit pas mon style de prédilection, deux, je n'ai aucun diplôme en littérature et du coup, je trouve que ce sont des textes bien souvent compliqués d'accès, et trois, c'est un peu sec comme texte, on va pas se mentir, donc c'est pas forcément le genre de truc qu'on a envie de lire juste pour chiller dans son canapé. Mais ça reste très important pour se poser des questions, faire fonctionner ces mélanges. Les livres que j'ai lus récemment et qui vont plutôt bien ensemble sont les suivants. D'abord, Lever de soleil sur la moisson de Susan Collins, et le thème central est celui de la propagande et de l'incapacité des gens à se révolter parce qu'ils n'ont pas connu autre chose. Ensuite, je vous conseillerais de lire ensemble 1984, le livre référence de la dystopie de George Orwell, livre fascinant qu'il faut lire et relire et re-relire et que je vais m'atteler à relire d'ici quelques jours, je pense. Et 2084, La fin du monde, un livre qui est une dystopie avec un régime totalitaire religieux, écrit par Boualem Sansal, qui est lui-même dans une dystopie actuellement, puisqu'il a été enfermé par le gouvernement algérien, notamment pour ses écrits et pour sa critique des gouvernements religieux. Ensuite, Le Palais des rêves d'Ismaël Kadare, que je n'aurais jamais
lu, je pense, si je n'étais pas tombée sur la chaîne de Mimsely, donc merci à elle. Ce livre, bien qu'il n'ait pas été un coup de cœur, je n'arrive pas, absolument pas, à arrêter d'y penser, à y voir des liens avec d'autres dystopies, et plus le temps passe, plus je me dis que c'est vraiment un très bon livre. À l'intérieur de celui-ci, on critique bien sûr le contrôle de la pensée des citoyens, mais également de l'administration, et apparemment c'est un livre qui se lit très bien avec Le Château de Kafka, qui est aussi une exploration de l'absurdité de l'administration en tant que telle. Et ensuite, parce que j'avais envie de lire un peu plus de Boualem-Sansal, j'ai écouté Le Train d'Erlingen, qui m'a poussé à la relecture de La Métamorphose de Kafka, encore lui, et du traité de la désobéissance civile de Henry David Thoreau, un philosophe américain anti-esclavagiste qui, au cours de ces trentaines de pages, va s'opposer fermement à un gouvernement qu'il n'apprécie pas du tout. Il va nous proposer des armes pour lutter contre des idées qui ne sont pas les nôtres. Analysons. Une des choses qui m'a vraiment marquée dans ces récentes dystopies, c'est la capacité du système à s'auto-entretenir et à être très complexe, ce qu'on pourrait qualifier de labyrinthique. Dans Le Palais des Rêves, par exemple, on a ce personnage de Marc Alem, qui est le personnage central, un parvenu d'une grande famille, d'un empire ottoman qui aurait absorbé quasiment toute l'Europe et presque le monde entier, qui aurait annihilé toutes les différences entre les peuples et qui aurait créé ce qu'on appelle le Palais des Rêves, ce centre de contrôle qui recueille tous les rêves de la nation, les analyse pour en trouver des oracles. Ce palais exerce une énorme attraction sur notre personnage et sur nous, puisqu'on a envie de savoir ce qui s'y passe. Comment est-ce que c'est organisé? À quoi servent ces gens? Quel est leur emploi? Mais tout reste très cryptique. Alors pour nous, évidemment, on va nous l'expliquer, nous le découper, trouver des solutions littéraires pour nous faire comprendre comment sont organisées les choses, mais lorsqu'on prend un peu de recul et qu'on se met à la place des travailleurs, on se rend compte qu'ils ont très peu d'informations sur ce qu'il se passe. Et cet effet est donné par le fait que Marc Alem se perde incessamment dans ce palais. On imagine des enfilades et des enfilades de portes, des couloirs, des étages à n'en plus finir, et presque comme dans Harry Potter, des escaliers qui bougeraient eux-mêmes et qui perdraient notre personnage pour qu'il soit incapable de former une pensée cohérente, mais aussi de trouver ses repères. Et ce personnage de Marc Alem pourrait très bien faire partie de 2084 de Boualem-Sansal, puisqu'il a cette très belle citation que je vais vous lire immédiatement. « Même pour ceux qui ont le pouvoir absolu, il est impossible de revenir en arrière. Ils sont prisonniers du système et des mythes qu'ils ont inventés pour dominer le monde. Ils ont fait d'eux les gardiens jaloux du dogme et des servants empressés de la machine totalitaire. » Ce que j'adore dans cette citation, c'est qu'elle est applicable à n'importe quel système oppressif. On peut être pour, on peut être contre, et on peut très bien ne pas se poser la question. Le fait est qu'une fois qu'on est dans le système, on est bloqué. C'est des systèmes qui s'auto-entretiennent, et c'est peut-être ce qui est très effrayant dans ces livres, c'est qu'on a l'impression qu'il n'existe pas de solution. Une fois que l'État a pris tout le pouvoir, et qu'il réussit à manipuler les gens, comment sortir? Avant de se poser même la question de sortir d'un système, il y a la question de comment est-on asservi. Dans chacun de ces livres, l'asservissement se fait graduellement. Pour ce qui est des mécanismes de l'asservissement, j'ai trouvé qu'ils étaient extrêmement bien expliqués dans 2084 de Boualem-Sansal, qu'ils sont fameux dans 1984 de George Orwell, qu'ils étaient plutôt délicats à découvrir dans Le Palais des Rêves, mais qui continue à travailler dans mon cerveau avec les jours qui passent. Dans Le Train de Erlingen, ils sont parfaitement expliqués. C'est presque un pamphlet qui explique comment est-ce qu'on pourrait basculer dans un régime totalitaire, dans une idéologie néfaste. Et dans les Hunger Games, que dire, c'est le dernier tome d'une série de 5, donc on connaît déjà le Capitole et toutes ces manipulations. L'asservissement est toujours organisé par un pouvoir. Peu importe qu'il soit régulier ou illégitime, il finira par prendre le dessus sur la société qui existait avant. Et la première chose qu'il va s'empresser de faire, c'est d'effacer l'histoire. L'effacement de l'histoire est vraiment abordé dans 2084, avec
la suppression des sites archéologiques ou la réécriture de ces sites archéologiques et de leur signification dans la religion, dans la société dans laquelle évoluent nos personnages. Il y a aussi la question des musées qui permettraient de conserver des objets qui étaient la marque de mode de pensée. Et j'ai beaucoup aimé cette image de la chaise pliante qui représente le flegme, les vacances, le bien-être, et qui sont des concepts qui n'existent plus dans cette société. Tout ça, nos personnages ne le savent pas. Ils ne savent pas que ça existait. Puisque les manuels d'histoire ont été modifiés, parfois l'éducation a été supprimée, ou alors elle se fait uniquement via des canaux qui ne sont pas ceux qu'on connaît aujourd'hui. Boualem Sansal est très critique de l'islam, et je trouve que dans son texte, il appuie aussi sur le fait que toutes les religions, une fois liées à l'État, ont un risque de manipuler les masses pour en faire des bons croyants, mais surtout des bons citoyens que l'on va pouvoir manipuler comme on veut. Il y a dans le texte la réécriture du texte fondamental auquel on ne peut pas toucher normalement et qui est le socle de la société. Et en fait, on se rend compte qu'il est manipulé par les élites, qu'il est distribué, amendé, appris par cœur, que c'est une façon de pouvoir passer des checkpoints. Et on se rend compte à quel point, avec l'effacement de l'histoire, avec la réécriture des textes fondateurs, avec l'abrutissement par une éducation qui paraît vraiment faible et très restreinte, on va pouvoir créer des personnages qui seront susceptibles de croire aux nouvelles histoires qu'on va leur raconter. Et ces histoires sont racontées dans une langue. Et la question de la langue est extrêmement importante et j'y pense énormément en tant que quelqu'un qui aime lire et qui rêve de pouvoir parler comme nos aïeux avec un langage très policé, des tournures de phrases plutôt agréables à l'oreille. La langue, dans 1984 et 2084, est toujours nouvelle. Elle est toujours simplifiée. Et dans Vox, un récit dystopique féministe sur l'incapacité des femmes à pouvoir s'exprimer car elles ont une quantité de mots par jour, il est restreint. Le langage, parce qu'il est contrôlé, va empêcher le développement d'idées. Dans la novlangue de 1984, c'est clairement écrit. Plus le langage est simple, moins il y a de termes qui expriment des concepts notamment de rébellion, moins les gens seront capables de les imaginer, de les mettre en place et de construire une réflexion philosophique et une action avec ces mots. Dans 2084, la langue est simplifiée. La bilangue n'est constituée que de mots qui font une syllabe, 3 lettres. Parfois, on peut en rajouter une deuxième syllabe, mais c'est très rare et c'est pour marquer un certain respect ou un statut dans la société, évidemment. La bilangue, dans 2084, semble être porteuse de pouvoirs magiques, de pouvoir sur les esprits. Parce qu'elle est simple, parce qu'elle est chantante et presque poétique, elle permettrait de porter la religion, de créer l'émulation chez les croyants et chez les non-croyants, surtout chez les non-croyants, juste parce qu'en prononçant ces mots qui auraient été prononcés par le prophète intemporel d'ailleurs, qui vit encore, elle est la langue parfaite et il est interdit d'avoir recours à d'autres langues. Mais en plus d'être poétique et chantante, elle est aussi militaire, rigide et faite pour contrôler, ce qui est parfait dans la société qu'on nous dépeint ici. Mais de qui parle-t-on dans ces sociétés où l'histoire n'existe plus, les langues sont affaiblies? On parle de l'ennemi. Mais qui est-il? Il est sous-entendu dans 1984 et dans Le Palais des Rêves, très connu dans les Hunger Games. Dans les dystopies, vous verrez qu'il est souvent très simple de créer un ennemi, puisqu'un ennemi, c'est une idée. Et là où elle est le plus poussée, c'est dans 2084, où l'ennemi n'a pas d'idée, il n'a qu'un nom, c'est l'ennemi. Et dessus, on peut y mettre tout ce que l'on veut. Absolument tout. Et ça peut changer, puisqu'il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de trace, il n'y a pas de registre, il n'y a pas d'archives. Difficile d'organiser une révolte avec tout ça. Mais l'ennemi est là pour être porteur de tous les méfaits. Et puisque le gouvernement est placé au sommet de la réflexion, dirige d'une main de maître et sait ce qui est bon pour le peuple, l'ennemi est forcément celui qui va porter toutes les douleurs, toutes les peines des peuples. Évidemment, il y a un ennemi, puisque sinon, il serait trop difficile pour les gens de juste
vivre dans des sociétés où tout va mal, où on le sent souvent dans nos personnages, ils ont peur, ils se cachent, ils se sentent contrôlés, et c'est d'ailleurs souvent le cas, ou en tout cas c'est ce qu'on leur fait croire. Et ce contrôle, cette omniprésence de l'État dans les gens et dans leur tête, est très bien décrite dans tous les récits, notamment 1984, 2084 et Le Palais des Rêves, puisqu'il existerait des personnes ou des mécanismes capables d'entrer dans votre cerveau et de contrôler vos pensées. Déjà que la langue a affaibli notre capacité à réfléchir, qu'il n'y a plus d'archives, lorsqu'on ne peut même plus penser dans l'intimité de son cerveau, et que l'on s'autocensure, on peut être sûr que la société ne va pas changer. Dans le Palais des Rêves, c'est bien simple, on collecte tous les rêves de tout le monde. Comme nous le savons, les rêves sont l'inconscient, ce que l'on cache. Et les transmettre, même si dans cette société cela paraît absolument normal, et c'est même un crime de ne pas le faire, donne quelque chose à savoir de nous, des informations que l'on aurait reçues, des pouvoirs magiques, ou alors une espèce de contrôle de l'État qu'on essaierait de mettre en place, peut-être une révolte en donnant de faux rêves pour créer des manipulations et créer des changements à la tête de l'État si ceux-ci sont incapables de réaliser que ces rêves ont été créés de toutes pièces. Mais il y a aussi les V dans 1984 qui seraient ces instances que personne n'a jamais vues, capables d'entrer dans votre tête et de lire vos pensées. Si on y croit vraiment et que l'on sait qu'en pensant ne serait-ce qu'à autre chose ou en remettant en question ce que l'on a sous les yeux, on risque de se faire arrêter, alors on devient fou. Mais aussi on doute. On doute pas de l'État, on doute des gens qui nous entourent, de notre famille, de nos amis. Et les liens sociaux se délitent et se détruisent, et la société n'en est plus une. Elle est constituée d'individus qui essayent de survivre, qui vont se dénoncer les uns les autres, qui vont essayer de trouver leur place dans une société où la délation, où le contrôle est exercé à la fois par l'État, mais aussi sur les citoyens, les uns entre les autres. Comment faire corps lorsqu'on a peur de se confier à autrui? Et enfin, l'arme ultime, la grande arme qui sera toujours utilisée, c'est la propagande. La propagande, c'est cette capacité de l'État à réécrire ses scénarios, à faire place à des idées et à vous les marteler matin, midi et soir. La propagande, elle peut être celle de l'esprit, dans 2084, où les gens vont devoir aller prier jusqu'à 9 fois par jour, écouter les mêmes textes encore et encore jusqu'à ce qu'ils ne fassent plus de sens. Dans Le Palais des Rêves, il est écrit « Si le maître rêve peut rivaliser avec nous, la grande famille qui contrôle l'État, c'est qu'il possède un redoutable pouvoir qui ne repose pas sur des faits. Ces faits n'ont pas besoin d'exister, ils ont juste besoin d'être crus. Puisque, comme l'écrit Boualem Sansal dans 2084, la dictature n'a nul besoin d'apprendre, elle sait naturellement tout ce qu'elle doit savoir, car le peuple sait que Dieu n'a jamais accablé un innocent. La propagande, c'est le centre du texte de Lever de soleil sur la moisson, qui nous montre, plus qu'il ne nous dit, comment elle est mise en place. Toute l'histoire est centrée sur le personnage d'Emitch, qui normalement est plutôt bien connu, qui va faire beaucoup de choses pour se rebeller dans cette édition des Hunger Games, et de toutes ces rébellions, de toutes ces tentatives d'abolir le pouvoir du Capitole, il ne sera rien montré à la télévision, évidemment. Chaque scène est remodelée pour mettre en avant la puissance du Capitole, pour donner une image d'Emitch qui n'est pas celle qu'il a voulu transmettre, et également pour montrer que les districts sont toujours les plus faibles, pour entretenir cette idée que le Capitole est toujours celui qui gagnera. Le dernier élément dont j'aimerais vous parler dans cette propagande, c'est cette idée de paix. Malgré le fait que la guerre semble exister aux confins des territoires, qu'il y ait des tensions entre différentes classes sociales au sein de la société, il semble qu'il y ait toujours une guerre à l'extérieur, mais une paix unique à l'intérieur du territoire.
Et ce concept de paix est très bien écrit ou résumé dans une citation toujours de Boualem Sansal. La paix était revenue un jour, et la paix a ceci d'inévitable qu'elle efface les mémoires et remet les compteurs à zéro. Cette citation, je la trouve très actuelle, parce que lorsque la guerre ne se passe pas sur notre territoire, on a tendance, et moi la première, à ne pas y penser. Et encore moins dans un système répressif, où on nous donne à penser que ce qui se passe est normal, ce qui se passe est bon, et que de toute façon, vous ne pouvez pas vous poser la question. Mais ce que j'aime en réalité dans ces livres, c'est qu'ils nous offrent toujours des solutions. Parce qu'en mettant un point d'honneur à mettre en avant les mécanismes du pouvoir, les mécanismes du totalitarisme, sous différentes formes, qu'ils soient religieux, économiques, féministes ou genrés, ils nous montrent comment nous pouvons résister. Celui qui va le faire de la façon la plus claire, c'est Boualem Sansal dans Le Train d'Erlingen, qui nous enjoint à aller lire un texte révolutionnaire de la désobéissance civile de David Thoreau. Henry David Thoreau est un citoyen américain des États-Unis à l'époque de l'esclavage. Il est fermement opposé à cette idée de l'esclavage car il considère qu'il est totalement absurde pour un humain d'en soumettre un autre. Il appuie ses réflexions sur le fait que pour lui, penser devrait être notre fil rouge dans la vie pour notre conduite. Notre conduite doit toujours être morale, avoir une éthique humaine. La justice en tant que telle, parce qu'elle existe dans un État, a des points d'ombre. On ne peut pas s'appuyer sur la justice, on ne peut pas lui faire confiance, puisqu'elle n'est pas là pour rendre justice à l'humanité, elle est là pour asseoir le pouvoir d'un gouvernement. Il est donc d'usage, pour lui, de réfléchir et d'agir selon sa morale. Il appelle à s'opposer et rappelle que les minorités, si elles agissent, seront toujours plus fortes que quelqu'un qui continue à alimenter le système. Il est d'ailleurs très critique sur les gens, comme vous et moi, qui continuons nos petites vies et qui faisons partie d'un système parce que on a beau parler, on n'agit pas. David Thoreau nous enjoint à agir, à ne pas voter pour lui, ne pas payer ses impôts, accepter les conséquences qui sont celles parfois d'être emprisonné. Et apparemment, il a un autre livre où il nous enjoint même à quitter la société et à nous mettre hors du temps, dans une petite ville, tout seul, en autonomie, dans notre petite campagne. Ces livres nous appellent à exercer notre pensée critique. Et je pense que c'est très difficile. C'est un muscle qu'il faut travailler en permanence pour pouvoir être capable d'analyser des situations, de réagir, de se rendre compte de ce qui se passe. Et ça n'est pas si facile, puisqu'il y a toujours deux faces à un outil. Alors, on pourrait arguer qu'il existe de bonnes propagandes, de bons totalitarismes ou de bonnes dictatures. Franchement, je n'en sais rien, mais je suis prête à me poser la question, et c'est déjà beaucoup. Parce que, comme il est écrit dans 2084, une fois lancée, la machine du doute ne s'arrête pas. Et ensuite, ces livres nous enjoignent à l'action, à être des réformateurs. Puisque, comme le dit très bien David Thoreau, je pensais que nous devions tous être hommes d'abord et sujets ensuite. Être un sujet, c'est être quelqu'un qu'on manipule, qui peut changer d'allégeance, dont on peut réécrire l'histoire, alors qu'être humain, c'est peut-être choisir soi-même ce que l'on veut pour soi, sa progéniture, ses voisins. Et pour finir, sur mon amour des dystopies et toutes les réflexions qu'elles éveillent en moi, je trouve qu'elles sont aujourd'hui d'actualité, plus que jamais. À l'heure où la censure de nombreux livres, et notamment 1984, ou en tout cas la réduction de son accessibilité sur certains territoires d'Amérique du Nord, où les universités n'ont même plus le droit de poser certaines questions, où les pensées sont cristallisées. On n'a plus le droit de poser des questions, on n'a plus le droit de faire preuve de naïveté. Et ça, c'est très bien traité dans le premier chapitre de l'Inventaire des rêves de Chimamanda Ngozi Adichie, qui explique très bien comment, dans une université sociologique, parce qu'on veut absolument promouvoir la tolérance et l'amour des autres, ce qui est quelque chose de bon, en fait, on va tellement loin
qu'aujourd'hui, n'importe quelle utilisation du mot noir, du mot femme, du mot homme peut nous pousser au banc d'un groupe de personnes parce qu'on ne pense pas comme il faut. Mais qu'est-ce que ça veut dire de penser correctement? Est-ce que, en voulant faire preuve de tolérance, nous ne sommes pas en train de nous refermer sur nous-mêmes et de fermer le débat et de créer des tensions dans la société, dans une société qui doit faire corps et dont ces livres nous parlent en permanence? Il faut y faire extrêmement attention. Se confronter à ces œuvres de dystopie dans un contexte où on emprisonne des gens pour ce qu'ils écrivent, pour ce qu'ils pensent, est extrêmement important. Comme le devoir de mémoire est extrêmement important pour ne pas oublier l'histoire, comme les musées sont extrêmement importants, ce qui est inquiétant, bien sûr, quand on lit des dystopies, c'est de retrouver des choses qui sont actuelles dans la société. La diminution du niveau d'alphabétisation, les fondamentalismes religieux de tout ordre, la cristallisation des pensées, comme je le disais précédemment, le conformisme social qui est lié, la censure de certains mots, la censure des livres. Les dystopies ne sont que le miroir déformant de nos sociétés. Et je serais ravie de vous retrouver en commentaire pour en discuter, pour recommander d'autres livres. Et bien sûr, je vous retrouve la semaine prochaine pour vous parler plus en détail des livres que je vous ai présentés ici. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer et à partager. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Merci encore pour les plus de 300 nouveaux abonnés cette semaine. C'est absolument fou. J'espère que vous allez passer une superbe semaine. Je vous laisse et je vous souhaite une excellente soirée. Bye bye!